Bonjour à tous, bonjour à toutes mesdames, messieurs, bienvenue dans cette émission Le Perroquet. Nous sommes jeudi 19 août 2021. Ce matin, nous recevons comme invité Dr Sékou Koureyssi Condé, député à l'Assemblée nationale, président du parti Arena, président donc de la commission éducation de l'Assemblée nationale. Avec donc cet élu, avec cet homme politique, on va parler du dialogue politique. Vous connaissez, il a une riche expérience puisqu'il a été par le passé cofondateur de l'African Crisis Group. On va parler donc de ce dialogue qui pointe à l'horizon. On parlera aussi de son regard sur le système éducatif. On s'achemine donc vers l'organisation des États généraux de l'éducation nationale. On parlera donc de son regard sur cette autre actualité. Mais avant qu'il nous rejoigne donc dans ce studio-là, je vais vous donner la parole, chers auditeurs, au 661 907 907 655 907 907 pour vous entendre avant qu'il ne nous rejoigne donc dans ce studio. Nous avons déjà un auditeur qui est en ligne. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je dis bonjour de passage à l'honorable docteur Denis Soucieta. Monsieur Sidibé Aboubakar, bonjour et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Monsieur Barry, ce matin, je voudrais parler de l'état de défectuosité de nos réseaux routiers. Il les a créés pour faire... C'est devenu un serpent de mer, Tout à fait. Le président de la République, François Condé, a investi beaucoup d'argent dans ce secteur. Parce que j'aime souvent dire qu'il y a un secteur où le président investit de l'argent, c'est bien dans le secteur, n'est-ce pas, routier. Mais pour quel résultat? Pratiquement tous les ministres qui se sont succédés, qui, pour ne pas dire qu'ils n'ont absolument rien fait, mais aujourd'hui, franchement, ce qui reste à faire est beaucoup plus, n'est-ce pas, grand que ce qui est fait. C'est ce qu'il faut dire. Mais, monsieur Baki, moi je voudrais interpeller le président de la République par rapport à ces passations de marché. Vous savez, je suis un des auditeurs qui avait demandé à ce qu'on fasse la promotion de nos entrepreneurs locaux. Et beaucoup, n'est-ce pas, de contrats de construction de nos routes ont été donnés par nos entreprises locales. Mais ce qui reste clair, nous avons compris que ces entreprises-là ont obtenu des marchés, c'est-à-dire des marchés gré à gré. Et ils en ont profité, n'est-ce pas, pour faire un travail de n'importe quoi. Pourtant, on nous dit qu'au niveau du ministère des Travaux publics, il y a quand même des services chargés donc du suivi. Non, écoutez, moi quand on me parle de services chargés de suivi, mais est-ce que ces services-là sont crédibles? Monsieur Barry, vous êtes un journaliste. C'est qu'aujourd'hui, nombreux sont des Guinéens qui s'interrogent sur la durée de vie de nos routes qui ont été réalisées. Vous voyez une route qui est construite. 6 mois, 1 an après, vous retrouvez cette route-là dans un état poussé de dégradation. Qu'est-ce que c'est ça? C'est parce que le travail n'a pas été fait de façon honnête. C'est un peu ça. Donc, moi, je voudrais sincèrement qu'on essaie de revoir ces contrats. J'étais très content quand le président de la République a rattaché, n'est-ce pas, le service national de la passation des marchés à la présidence. J'étais très content. Je suis content. Parce que donc pour vous, c'est la solution, Non, écoutez, ça peut être l'une des solutions, mais elle n'est pas la solution concrète. Et comment dire, totale. Oui, s'il vous plaît. Oui, monsieur Sidibé Aboubakar, s'il vous plaît, gardez la ligne. Il y a un autre auditeur qui est là depuis quelques minutes. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Barry. Bonjour à votre technicien des jours. Bonjour à monsieur Sidibé. C'est Basuleman depuis Kola Domino. Bienvenue dans cette émission, monsieur. Moi, je pense qu'ils vont finir tous par reconnaître le combat que nous on mène. C'est pas contre quelqu'un, c'est contre le système. Ils vont reconnaître aujourd'hui le poisson commence à pourrir par la tête. Monsieur Alpha Condé, c'est son 5e ministre des Travaux publics depuis qu'il est venu. Montrez-moi un seul route qui a résisté pendant 2 ans. Et pourtant, c'est lui qui disait à Lansana Conté, à Celle-Loudalin, les routes qu'ils ont fait n'a pas fait 15 ans, 20 ans. Lui, il va nous donner des routes de 40 ans. Aujourd'hui, partez voir. Moi, je n'accuse pas des sociétés. Les sociétés existent
c'est-à-dire le contrat qui a été donné. Le goudron, il y a première qualité, il y a deuxième, il y a troisième. Mais si vous discutez avec eux pour la troisième qualité, est-ce que si la route ne l'a pas duré, vous allez accueillir l'entreprise? Il y a certains même l'entrepreneur ici qui font le pré-financement, ils n'arrivent pas à obtenir leur là-dedans. Comment je l'attends? Rencontre entre le Premier ministre et une société allemande qui dit qu'elle peut faire des routes avec un prix abordable. Au lieu de 2 milliards d'euros, de 500 millions d'euros. Vous savez, M. Barry, chacun a compris, la Guinée c'est un pays à part. Ils veulent profiter sur nos dos. Ils vont venir aussi nous berner parce qu'avec les gens qu'on a aujourd'hui, c'est les gens qui n'ont pas la souci comment développer la Guinée. C'est comment piller notre économie. Ils vont venir aussi prendre leur part. Sinon, on a vu les Brésiliens ici. Les Brésiliens, je vous rappelle, ce sont eux qui ont goudronné Belgi en partant vers Hamdallah. Et la route a tellement duré. Mais si, c'est pas le problème de société ou la personne là où il vient. C'est la qualité qui a été discutée. Oui, si vous, M. Barry, vous commissionnez une personne tout de suite, de vous acheter 2 téléphones. La personne vient avec un téléphone. Est-ce que vous n'allez pas demander où le prix du deuxième téléphone? Oui, s'il vous plaît, gardez la ligne. Je redonne la parole à M. Sidibé Aboubacar avant qu'on donne la parole à notre invité ce matin qui est déjà installé dans ce studio. Que je salue de passage. Vous savez, le militant, il y a un problème de liaison avec vous, monsieur Sidibé Aboubacar. Oui. Allez-y. Oui. La liaison. Oui, allez-y, monsieur Sidibé Aboubacar. Il m'a recevez? Oui, allez-y. Voilà, donc, M. Barry, je disais que nous sommes des militaires qui analysent la force. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, monsieur Sidibé Aboubacar. La liaison s'est fortement dégradée avec vous. Vous allez nous rappeler, vous êtes un habitué de cette émission. Oui, monsieur Suleiman Ba, est-ce que vous êtes là très rapidement? Vous savez, monsieur Barry, c'est pas de liaison qui fait défaut. Non, si vous avez un téléphone collé avec call minute. Non, attendez, on ne peut pas, attendez, on ne peut pas vous le permettre quand même, monsieur Ba Suleiman, s'il vous plaît. Lui, c'est mon ami, c'est mon Sanako. Donc, s'il vient avec le téléphone collé par call minute, ça, c'est la plaisanterie. Voilà. Allez-y, très rapidement. Voilà, mais c'est ce que je disais aujourd'hui, partez à Kaloum. Depuis l'arrivée de ce pouvoir, ils n'ont jamais réhabilité les routes dans les quartiers. Montrez-moi une seule route qui a été goudronnée par M. Fakou dans les quartiers. Il n'y en a pas. Toutes les routes qui se gâtent aujourd'hui, ça a été goudronné par l'Ansana Conté. À Kaloum, à Fia, si vous regardez sur le primo, tout ça là aujourd'hui est dégradé parce qu'il n'y a pas l'entretien. Mais le fond part de gauche à droite, on n'a pas de route, on n'a pas de l'argent. Regardez aujourd'hui ce que se passe entre Koya, India, Mamou, Calvaire qui est là, tout simplement parce que ce n'est pas l'argent que espèce qui a été donné aux Chinois. Ils ont proposé l'essence, le bauxite avec les Chinois. Dès qu'ils prennent 1000 tonnes, 2000 tonnes, il vient, il fabrique quelques ponts, après il attend encore, quand il finit de ramasser nos bauxites, il vient, merci à vous, monsieur. Merci à vous. Merci à vous. Je vais donner à présent la parole à notre invité. Ce matin, sa parole était très attendue. Quand on parle du dialogue politique, quand on parle de l'éducation nationale, il est important qu'on donne la parole à cet homme politique, député à l'Assemblée nationale, enseignant. Je rappelle qu'il dispense des cours de résolution de crise, conflit politique à l'Université de Columbia, donc l'Université de New York. Il était donc important qu'on entende ce matin honorable docteur Sékou Koureyssi Condé, député à l'Assemblée nationale, président de la commission éducation du Parlement, mais aussi président du parti Arena, c'est l'Alliance pour le Renouveau. Donc sa parole était très attendue. Ce matin, on va donc l'entendre sur un certain nombre de sujets. Docteur, bonjour et bienvenue dans cette émission. Oui, bonjour, cher ami. Oui, et je rappelle que vous êtes un habitué de cette émission. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Je profite pour saluer vos nombreux et éminents auditeurs et les encourager à échanger, à dialoguer. Voilà. Ouais. Vous avez toujours prôné le dialogue, la paix. Nous y reviendrons longuement. Mais on aimerait vous entendre, puisque depuis ce temps-là, on ne vous a pas entendu. C'est sur quand même le déroulement
des examens nationaux, en tant qu'enseignant, en tant qu'élu, en tant que président de la commission éducation de l'Assemblée nationale. On aimerait quand même avoir votre opinion sur le déroulement de ces examens nationaux. Moi, je salue les braves enseignants. Je félicite les élèves et étudiants. Je dis que la recherche de la réussite, la recherche du bonheur matériel est un processus humain. Quand un parent amène son enfant à l'école, c'est pour qu'il devienne quelque chose. Ce quelque chose veut dire qu'il se prenne en charge, qu'il soit utile à la société, utile à la famille et utile à lui-même. Je pense que c'est un processus qui commun à beaucoup de force, et les personnalités qui sont chargées d'accompagner ce processus, c'est des encadreurs, c'est l'encadrement, c'est les enseignants, c'est l'administration, c'est aussi la société. Doivent être félicités. Ceci dit, j'ai souvent regretté tout le bruit, une sorte de tapage autour des jours d'examen, autour des classes d'examen. Fut-il ou fut-elle la classe au brevet, au bac, etc. Moi, je regrette que la rentrée des classes ne soit pas fêtée. Que la reprise des cours, le processus préparatoire du candidat ne fasse pas l'objet d'autant d'attention et d'autant d'audit et de tant de relais que le jour où finalement l'élève a fini de se préparer et il vient tout simplement pour exposer et s'exposer. Donc j'invite surtout l'État, le gouvernement, et les corps intermédiaires à s'intéresser à la situation et à la vie des classes d'examen dès le début, dès le premier. C'est-à-dire ces attentions qui sont braquées, et cette rigueur annoncée, cette tolérance, cette médiatisation à outrance peut-être. Oui, donc on devrait faire tout ça là en amont. Les vrais problèmes ne sont pas là. Les vrais problèmes ne sont pas là. C'est-à-dire que quelle que soit la surveillance, quels que soient les outils de surveillance, les instruments de contrôle que vous exercez sur l'élève et sur l'étudiant, si sa conscience personnelle, c'est-à-dire que s'il n'est pas psychologiquement, mentalement préparé, et si sa documentation, le suivi des cours n'est pas en adéquation avec l'objectif visé, naturellement, vous avez raison de faire le gendarme ou le policier. C'est-à-dire que vous avez affaire à quelqu'un qui est désorienté, qui est déprogrammé. Moi, je dis, je ne nie pas, je ne dénie à personne les bonnes intentions. Je dis tout simplement que les regards, j'invite d'ailleurs toutes les autorités concernées, que ce soit dans les préfectures, comme dans les grandes villes, et au niveau du gouvernement et des responsables départementaux, que les classes d'examen soient suivies, entretenues, comme quand on va à un match ou à un tournoi, comment les joueurs sont massés, sont préparés, sont éduqués, sont fournis, sont dotés de tout ce qu'il faut, dotés, je ne dis pas dopés, mais dotés de tout ce qu'il faut pour réussir quand même, parce qu'il y va de l'avenir de notre pays, il va de l'avenir de nos sociétés. Oui. C'est-à-dire, si je vous comprends bien, docteur, c'est bien de mettre un accent particulier sur la rigueur, la tolérance zéro lors des examens nationaux, mais vous dites en amont, il faut quand même mettre, par exemple... Non, il n'y aura même pas de tolérance zéro, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas? Ce n'est pas possible. Ce qui est possible, en revanche, c'est quand il y a une conscience de la réussite, une conscience, une connaissance de l'objectif visé par le maître. Nous, quand on était élève, le maître, c'était comme le père, c'est-à-dire que c'est un peu le tuteur. Et notre réussite, le nombre de réussites à l'examen, faisait la fierté non seulement du maître, mais de toute l'école, même ceux qui ne sont pas de la même classe. Et cela s'enchaînait jusqu'au bout. Aujourd'hui,
Encore une fois, je déplore que la médiatisation à outrance, les discussions, les phares qui sont braqués sur les classes d'examen, le jour des examens, le lancement des examens, ne se fait pas le jour de la rentrée des classes d'examen. Et tout au long de l'année scolaire. Et tout au long de l'année scolaire. Oui. Moi, je pense que il fut un temps, je ne dis pas à notre temps, il y a eu beaucoup d'autres temps, avant nous et après nous, mais c'est les classes d'examen qui faisaient l'objet de l'attention, pas le jour de l'examen. Voilà la différence. Oui. Et cette dernière question sur ces examens nationaux, on a vu cette année des nouveaux moyens qui ont été introduits dans la lutte contre la fraude. C'est l'introduction, par exemple, de ces détecteurs-là, des métaux. Vous dites, tenez, en dépit de tout ça, là, on apprend que certains élèves, quand même, ont essayé de frauder. Certains sont venus, leur miche de pain, vous retrouvez des téléphones. Est-ce que vous dites là, disons, cet esprit de fraude-là, est-ce que ça reflète pas un peu peut-être la société, ou un manque de soucis, ou c'est plutôt un système? Écoutez, toute entreprise humaine évolue vers ses propres limites. Et encore, les défaillances des systèmes découlent du processus de préparation. C'est-à-dire que, donc, c'est dans le processus préparatoire que les défaillances génèrent. Alors, lorsque vous ne faites pas de contrôle, vous n'expliquez pas, vous ne surveillez pas, vous n'éduquez pas convenablement dans le processus, le jour de l'examen, vous venez dans un face-à-face entre corrupteurs et corrompus. C'est-à-dire que c'est le résultat de toutes ces insuffisances-là que vous venez gérer. En cela, nous devenons automatiquement des arbitres, des gendarmes, des policiers. On n'en a pas besoin. J'insiste qu'on n'en a pas besoin. Ce dont on a besoin, c'est que l'élève et l'étudiant soient conscients de la sincérité et de la véracité non seulement des épreuves, mais de l'avenir, en fait, de l'objectif qui est visé derrière sa réussite dans ces épreuves-là. Alors, transformer l'école ou les classes d'examen en jour de contrôle, tout ordre, c'est-à-dire que c'est un signe d'échec. Voyez-vous, c'est un signe d'échec. Ça veut dire que nous ne nous faisons plus confiance. C'est-à-dire que nous n'avons pas confiance à celui qui va rentrer en classe là. Et celui qui va rentrer en classe est notre avenir. Et celui qui va rentrer en classe est notre produit. Il est notre représentant et notre fruit. Alors, on le prépare à la maison, on le prépare dans la société, on le prépare en classe parce que et la maison et la société sont ce que nous sommes dans la classe. Bon, ceci nous soumet à des facteurs et des cofacteurs. C'est vrai, je ne nie pas les bonnes intentions. Je ne nie pas les bonnes dispositions de nos ministères et du gouvernement. Je ne nie pas les bonnes intentions des corps intermédiaires des syndicats. Je dis tout simplement, ma foi, que la rentrée des classes et le processus scolaire et universitaire annuel doit être soumis comme ce qu'on appelle aux États-Unis check and balance. C'est-à-dire, d'un côté, l'élève est surveillé, mais de l'autre côté, le maître aussi est surveillé. D'un côté, les conditions de travail et de réussite de l'élève sont à la loupe, sont évaluées régulièrement. De même, l'élève aussi a un jour pour noter son professeur, pour dire la qualité du cours, la ponctualité, la régularité et, si vous voulez, la compréhension de l'explication ou des explications qu'on donne, y compris le matériel. Le professeur est évalué par son élève? Tout à fait, check and balance, tout à fait. Quand nous enseignons aux États-Unis, à la fin de l'année, les professeurs déposent les notes des étudiants au département, les élèves déposent leur compréhension, leur opinion, leur appréciation. Leur appréciation, prêtez-moi le mot, leur opinion et leur appréciation du professeur ou du maître. Voyez-vous? C'est-à-dire que, encore une fois, nous sommes des partenaires.
Mais lorsqu'on attend le dernier jour, la finale, pour jouer un match, si on n'est pas préparé, on vient pour échouer. Et puisque ce sont les échecs ou les fraudes qu'on gère, parce qu'on a vu venir, et la non-préparation, l'inconscience, si vous voulez, tous les cas possibles, alors là, on vient en gendarme, là. Ce n'est pas le cas, je pense que ça doit changer, je souhaite que ça change. Peut-être que l'état général de l'éducation nationale sera une occasion peut-être de poser le diagnostic. Vivement les états généraux de l'enseignement et de l'éducation en Guinée, parce que ceci nous permettra d'évaluer, de faire le diagnostic de ce qu'est l'école guinéenne aujourd'hui. Et je pense que tout le monde a un mot à dire parce que nous sommes tous concernés. Aujourd'hui, lorsque vous installez une industrie en Guinée, il y a des petites et moyennes industries qui évoluent, mais les cadres viennent d'où? Les plus compétents viennent d'où? Et là, on n'a même pas franchi encore la deuxième étape de nos ambitions et de nos intentions que nous sommes en train de réunir. Nous sommes malheureusement dans une société politisée à outrance. Les questions de développement ne sont pas prioritaires dans les mentalités, dans les esprits, dans les comportements. On y arrivera certainement, il faut le faire. Mais d'ici là, le constat est que l'école guinéenne est en difficulté. Par rapport même aux autres écoles dans la sous-région, je ne dis pas qu'il n'y a pas de carrière individuelle brillante. Mais je dis, globalement, c'est un échec que nous sommes en train de corriger et que nous ne corrigerons pas avec des instruments de police ou de gendarmerie, mais que nous corrigerons en nous réunissant, en voyant objectivement ce dont l'élève a besoin et ce qui manque, ce dont le maître a besoin et ce qui manque, ce dont l'école a besoin et ce qui manque. Moi, je salue les ministres qui m'ont certainement approché sur la question. J'en ai longuement discuté avec la ministre de l'enseignement technique la dernière fois et d'autres au niveau de la commission éducation comme au niveau du souverain, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, représentant du peuple souverain. Nous sommes conscients de toutes les dispositions à prendre en vue de la réussite finale des états généraux de l'enseignement. Et je vais finir en souhaitant, et nous avons adressé des lettres aux différents départements en la matière et sur la question, en disant, les états généraux ne seront pas des jours fériés, les états généraux ne seront pas des week-ends consacrés. Les états généraux s'organisent en processus, un programme élaboré, des commissions techniques, des questions envoyées pour que, en amont et en aval, le jour où nous allons nous rencontrer à Conakry, à Labé, à Zérékoré, à Kankan ou à Mamou, que ce soit pour faire le bilan de tout ce qu'on a fait, les enquêtes, les observations, les évaluations et l'historique de toutes ces questions-là, pour, en fin de compte, dire voilà la direction à suivre, adaptée à nos réalités et adaptée à l'universel. Peut-être que la refondation de l'école guinéenne passe aussi par des propositions de loi. Ah mais tout à fait. Mais tout à fait. Ou des projets de loi, pourquoi pas. Mais tout à fait. On en finira par ça, parce que nous sommes dans la République, il faut légaliser ce que nous allons faire, mais d'ici là, nous sommes dans la réflexion, dans le constat, il y a beaucoup de forums, beaucoup d'associations qui s'intéressent à ça. Le ministère de l'Enseignement supérieur a lancé l'idée pour sa part, et le ministère de l'Éducation aussi nous en a parlé lorsque le ministre est passé à l'Assemblée nationale. Je viens de parler de la ministre de l'Enseignement technique. Ça veut dire que les uns et les autres, nous sommes préoccupés, nous attendons de se réunir tous ensemble pour définir le cadre de la mise en œuvre de ce grand programme que j'appelle et je souhaite de tous mes vœux. Honorable docteur Sékou Koressi Condé, député à l'Assemblée nationale, président de la commission éducation donc de l'Assemblée nationale, mais aussi président du parti Arena. Il est notre grand invité ce matin. Avant de parler de politique de dialogue, honorable, on aimerait aussi vous entendre sur l'explosion des cas de Covid-19 dans notre pays, avec un taux de létalité qui devient très important, avec ces cas de Covid-19 qui montent crescendo. En tant que parlementaire, en tant qu'homme politique, en tant que citoyen, quel regard vous portez sur la gestion ou sur la résilience de la Covid-19 dans notre pays? Oui, je
sais que vous voulez dire en tant qu'être humain. Parce que cette pandémie a une dimension humaine effrayante. C'est-à-dire que c'est l'être humain qui est ébranlé. C'est l'être humain, l'existence humaine qui est guettée, qui est mise en cause, qui est mise en difficulté, je veux dire. Et à partir de ce constat-là, et puisqu'il n'y a pas de différence, c'est-à-dire que dans les pays arabes, comme dans les États d'Amérique, en Europe, en Asie et en Afrique, nous sommes tous confrontés à cette préoccupation qui est mondiale. C'est une pandémie. Et ce que je regrette, ce sont ceux qui en souffrent et qui ne se déclarent pas. C'est ceux qui ne témoignent pas. Et moi, je pense que le témoignage permet même aux scientifiques de s'enrichir, à plus forte raison à nous autres de nous préoccuper et de nous préparer. Donc, croire en cette maladie devient une obligation morale. Il faut croire que cette maladie existe. Les chiffres ne suffisent pas. Il faut une vaste campagne de sensibilisation. Insister là-dessus. Et je pense que notre État, notre pays, n'est pas au dernier plan dans ce combat-là. Moi, les exigences et les insistances du président de la République sur la question sont de nature à montrer tout l'intérêt que nous devons porter à cette question-là. Moi, j'ai eu... Lorsque vous parlez avec le Premier ministre, Kassory Fofana, sur ces cas, vous avez l'impression qu'il a étudié. C'est-à-dire qu'il peut vous dire, tel jour, c'est comme ça il faut faire, tellement qu'il s'intéresse à cette question-là. Et sans compter les soignants, les médecins, ceux qui sont dans le corps. Moi, j'ai découvert des médecins guinéens, de jeunes médecins guinéens, mais d'une compétence, puisque j'ai l'avantage de voyager souvent, donc de comparer, mais je salue le corps médical guinéen, le corps soignant guinéen, et j'ai découvert des performances que je n'attendais pas, que je ne connaissais pas. Préparons-nous contre cette maladie, ce n'est pas pour demain matin la fin, il faut aller contre ça, en suivant les exigences, les recommandations et les devoirs liés à la lutte contre la Covid. On aimerait aussi vous entendre sur ces mesures annoncées par le gouvernement pour faire face dans la croisade donc, contre la Covid-19. C'est l'instauration notamment du pass sanitaire au niveau des départements ministériels, à la présidente de la République et à la primature. Vous dites, tenez, c'est une mesure suffisante, ça? Ben, ça risque de poser problème. Lamine Bari, j'aime ce mot-là. C'est une croisade. Lorsque vous voyez ce que la Covid est capable de faire comme ravage, lorsque vous suivez les témoignages des autres sociétés, des autres pays qui ont connu l'intensité, je pense à l'Inde, je pense même à la Tunisie, qui est quand même un pays africain. Et c'est-à-dire lorsque les gouvernements, les États, les institutions, les médecins sont débordés, mais c'est un calvaire. Et cette croisade mérite d'être menée par tous les moyens. Que ce soit les passes, que ce soit les toilettes, les soins, les masques, les distances exigées, il faut que chacun soit conscient du danger, non seulement pour vous-même, pour la personne, mais pour le voisin immédiat, pour le contact prochain. C'est-à-dire que nous devenons finalement possesseurs du poison anti-être humain. Nous devenons finalement exposés à un poison qu'on ne voit pas venir, qu'on ne peut pas boxer, qu'on ne peut pas pousser, qu'on ne peut pas effacer ou écarter, mais qu'on peut subir à tout moment. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que le gouvernement est sur cette question-là et dans cette bataille-là, qu'on le veuille ou pas, il faut reconnaître cet effort et il faut continuer à développer ce pouvoir. S'il faut passer par des systèmes de contrôle dans les départements ministériels, pourquoi pas? Moi, j'ai assisté à une conférence parlementaire africaine à Rabat récemment, il y a 2 ou 3 mois de cela, oui. Tous les matins que le bon Dieu fait, lorsque vous voulez rentrer dans la salle de conférence, vous êtes déjà testé. Et lorsque vous sortez de la salle de conférence, vous êtes testé. Le résultat, vous l'avez en 15-20 minutes. Et vous continuez. Voyez-vous, c'est un peu difficile. Le corps en souffre, le nez surtout, la langue, tout le monde. Mais finalement, vous êtes rassuré. Il faut aller dans ce sens.
Honorable Dr Sékou Kouressi Condé, je vais essayer de donner la parole aux auditeurs. Avant de parler du dialogue, de l'actualité politique, je vais donc donner la parole aux auditeurs au 661 907 907, 655 907 907. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur Barry. Oui, bonjour monsieur Sidi Mohamed Abdallah, c'est ça? Le Bambeto, oui. Bienvenue dans cette émission. Je salue monsieur le député. Je salue aussi le ministre de l'Éducation qui a fait sa formation au Canada. Et toute évaluation se fait à la fin d'une formation. Il a trouvé un système, comme le président l'a qualifié, un système qui est très malade. Donc il fallait décanter parce que le domaine universitaire exige des compétences parce qu'on forme des chercheurs. Vous suivez ce que je veux dire? Donc je salue beaucoup les innovations. Maintenant on a pu décanter quand même. Mais l'approche par les compétences exige une certaine formation. Et M. Bano le connaît parce qu'il a fait sa formation au Canada. C'est la même approche par compétences qui est la base, le dénominateur du système LMD. Maintenant, monsieur le député, j'aurais souhaité que vous essayiez de voir au niveau du ministère des Affaires sociales et dans le domaine de la culture, comment eux, ils peuvent innover, c'est-à-dire pour que de telle façon que les enfants, les familles, les jeunes soient impliqués dans des structures dont la fonctionnalité va favoriser ce qu'on appelle l'édification d'un certain civisme en eux. Merci. Merci à vous, monsieur Sidi Mohamed Abdallah. C'est intéressant. C'est intéressant. Moi j'aime les propositions. J'aime les démarches à suivre. Effectivement, le domaine de l'enseignement est un domaine de société. C'est un domaine social. Et j'insiste à dire que ce n'est ni le ministre, fut-il de très bonne foi et de très bonne formation, ni le maître qui vont résoudre ce problème s'ils n'ont pas le soutien de la société tout entière. Moi, je salue la démarche et je dis ce qu'on appelle en sociologie le contrôle social. Donc, le système de contrôle social veut parler du rôle de la famille, du rôle des mosquées, du rôle des églises, du rôle des organisations, des associations, avant d'arriver au rôle de l'école. Donc, peut-être le processus de socialisation. La diversification et l'entraînement des départements socioculturels, effectivement, va dans le sens de la bonne éducation en question. Parce que lorsque vous parlez de l'enseignement, vous êtes en train de parler de la formation et vous êtes en train de parler de l'éducation. Alors, et le ministre Bano, que je salue, que je connais, que je félicite et que j'appuie, le ministre Abouakar Silla et la ministre Zenab Dramé sont des personnalités incontestablement soucieuses de la réussite, comme nous, comme chacun de nous à l'Assemblée nationale et dans les départements. Oui, nous avons un autre auditeur. Bonjour monsieur. Bonjour, vous allez bien? Oui, monsieur Oumar Diallo, bonjour et bienvenue dans cette émission. Merci. Je salue tout simplement et remercier le monument vivant qui est M. Kouressi Condé. Profitons-en de son existence parce que c'est un homme éclairé, un homme de paix, un homme qui veut que le pays soit rassemblé. Il ne fait la part de rien, mais il vient que les Guinéens. Donc, ce monument, profitons-en. Moi, je le remercie tout court pour lui dire que les Guinéens et que les Guinéens n'ont qu'à se servir comme une référence. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Oumar Diallo. Nous avons un autre auditeur. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur Barry. Bonjour à votre grand invité ce matin. Oui, monsieur Silla Sékou, bonjour et bienvenue dans cette émission. Oui, c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup l'évasion, les émissions de l'évasion, parce que vous faites intervenir que les intellectuels, les barons. Merci. Et souvent, à chaque fois que j'entends M. Condé intervenir dans une radio, j'ai vraiment envie de me faire entendre là-bas parce que vraiment c'est un livre, quoi, je veux dire. Merci, monsieur. Merci. Mais je voudrais, parce que c'est une vie nationale qu'ils sont en train de gérer à l'Assemblée nationale là-bas.
j'aimerais lui poser une question. Où nous en sommes avec la situation des logements sociaux pour les fonctionnaires guinéens? Parce que si rien n'est fait, le problème de logement est en train de peser trop lourd sur les citoyens. Aidez-nous au moins à délocaliser, à faire loger les citoyens, les fonctionnaires au moins, parce que vous êtes des législateurs, vous pouvez faire des propositions pour que l'État le fasse ici. Mais si vous ne le faites pas, l'État ne va jamais se rappeler de ça. Alors que depuis après la mort de feu Ahmed Sékou Touré, il n'y a pas eu de construction de cités pour le logement des fonctionnaires. Ça pèse beaucoup sur nous, autres qui ne sont pas fonctionnaires dans les quartiers. Donc pratiquement, ça pèse sur les locations et les locations ne font que monter. Comme vous n'avez pas la maîtrise de faire descendre les prix de location, aidez-nous au moins pour que les fonctionnaires soient logés dans les cités. Bien, oui. C'est ça ma préoccupation ce matin. Merci à vous, monsieur Sila Sekou. Nous avons un autre auditeur. On va le prendre avant de donner la parole à honorable docteur Sékou Kouressi Kondé. Bonjour, merci, monsieur. Sila. Merci beaucoup. Oui, bonjour, monsieur. Alors oui, bonjour. Oui, votre nom, vous nous appelez d'où? Je m'appelle Lambleba depuis Kobaya. Oui, monsieur Ba, bienvenue dans cette émission. Ok, merci beaucoup. Entendre ces députés, nous sommes venus, c'est vraiment décevant. C'est vraiment décevant. Oui, c'est-à-dire... Oui. Oui, monsieur Ba, vous êtes à l'antenne, oui. Oui, à l'entendre, tout est rose en Guinée, Tout est rose en Guinée, il n'y a pas de problème en Guinée, tout est bon en Guinée, sauf qu'on ne parle pas de tout ce matin, on parle de l'éducation nationale, il a fait le diagnostic. Oui, on parle de l'éducation, je remercie tout le monde, je remercie les enseignants, je remercie, je ne sais pas. C'est pas comme ça la Guinée. Le député doit critiquer le gouvernement. C'est ça un bon député. Le député, c'est pas dire tout est rose. Donc attendez, pour vous, un bon député, c'est lui qui critique le gouvernement. Oui, c'est ça. Un bon député, c'est celui qui critique le gouvernement. Le député qui est là, dire je ne sais pas. C'est pas joli. Vous êtes largement compris. Oui, docteur Sékou Kouressi Kondé, quand vous entendez des citoyens dire oui, un bon député, un excellent député, c'est quelqu'un qui s'inscrit peut-être dans les critiques systématiques. Il faut critiquer le gouvernement pour être un bon député. Vous dites, tenez, il a bien compris le rôle d'un député ou... Non, je pense que en psychologie, il y a le soi et le soi-même. C'est-à-dire que lorsque vous avez en vous une réponse, vous n'entendez plus une autre réponse. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que le système éducatif est défaillant, que les états généraux sont nécessaires, que le gouvernement doit porter plus d'attention au processus de préparation des élèves, pas au jour des examens, ça, c'est pas des félicitations, c'est des critiques, ça. Mais je ne suis pas là pour insulter, je n'insulte pas. Ce n'est ni dans mon éducation, ni dans mes façons de comprendre les choses. Alors, les 66 ou 67 lois qui ont été examinées à l'Assemblée nationale ont été approchées et observées avec tellement de rigueur qu'on a l'impression qu'on n'est que opposants entre nous là-bas. C'est une question de conscience personnelle, de compréhension des choses. Les autres auditeurs qui ont précédé ont donné leur avis, leur opinion et ont fait des propositions. C'est pour ça que nous sommes là. Monsieur Ba a un peu cet effort à faire. On n'est pas fait pour s'insulter ou pour ne pas se comme. Aucun d'entre nous, ni les députés, ni les ministres, ni les hommes politiques, ni la société civile, ni les syndicats, n'a pour mission constitutionnelle d'insulter. La violence, sous quelque forme que ce soit, est condamnée à tous les niveaux. Surtout la violence en communication. Oui, vous savez, c'est l'un des principes de cette émission. Certes, il y a un fil conducteur, mais quand les auditeurs appellent, ce sont des rois. Ils nous amènent là où ils veulent.
D'où la question de cet auditeur sur les logements sociaux. En tant que député, vous a interpellé. Moi j'aime ça parce que c'est concret, c'est évident et c'est pertinent. Vous voyez, je suis tellement soucieux et préoccupé par les questions des logements liés aux logements sociaux, comme les routes et les ponts dans le pays, que je me dis, essayer de donner une réponse aujourd'hui, si ce n'est pas assorti de propositions concrètes, serait un leurre. Il faut dire à ce député, à cet auditeur, que la question est essentielle. Et qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous recevons tellement de lettres, tellement de visiteurs, que le processus, dans la déclaration de politique générale du Premier ministre, il a largement fait allusion des dispositions envisagées par le gouvernement, mais je dis, ça ne suffit pas, il faut aller vite, parce que j'aimerais aujourd'hui, dans votre émission-là, donner des chiffres et des preuves pour dire ça a été réalisé ici, ça a été réalisé là. Puisque je n'ai pas en abondance et à suffisance ces résultats-là, je dis tout simplement à cet auditeur, à cet aimable auditeur, qu'ils sont notés et que pour ma part, je me ferai le devoir de soulever et d'insister pour que les intentions du gouvernement annoncées se matérialisent largement et suffisamment pour le bonheur de tout un chacun. Honorable Dr Sékou Kourissi Condé, il est notre invité ce matin. Nous avons un autre auditeur. Bonjour, monsieur. Oui, oui, Excellence Baldé, bienvenue dans cette émission. Mais vous avez un poste récepteur à côté, veuillez l'éteindre. Je me suis éloigné. Ok. La première des questions, d'ailleurs, Dr Bouraji Condé, c'est un homme modèle africain incommodable que j'aime, que j'admire, et véritablement c'est mon idole. Première des choses. Deuxième je pose deux questions en une. La première des questions. Mais faites un peu, excusez-moi, monsieur, éloignez-vous complètement de votre poste récepteur ou vous l'éteignez. Hein. Parce que là, il y a de l'argent à l'antenne. Bon, ça me dit. Bon, je disais. Oui, allez-y. Monsieur Bouraji Condé, avec quel œil percevez-vous aujourd'hui les associations de ressortissants qui construisent des écoles à l'intérieur dans les localités où il y a manque d'écoles qui trouvent difficilement des enseignants publics pour enseigner les enfants des localités. De deux, et quel conseil ou quelle explication donnerez-vous à ceux qui sont censés non seulement de construire des logements sociaux pour les pauvres, c'est-à-dire les maires qui sont élus? Vous savez, il y a différence entre postes électifs et postes nominatifs. Maintenant, les postes électifs, c'est-à-dire les maires qui doivent réclamer les moyens avec ceux qui construisent des immeubles ici et qui doivent véritablement construire des écoles. C'est ce que j'avais à dire. On se quitte avec un proverbe qui nous dit au lieu d'arroser un crocodile tous les jours, mieux vaut de l'amener à la rivière. Prenez soin de vous et de là pour excellence. Merci à vous, Excellence Baldé. Merci, monsieur Baldé. Oui, nous enchaînons avec cet autre auditeur avant de donner la parole à notre invité. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur Barry. Bonjour, monsieur Condé. C'est le seul Condé que j'ai dit, monsieur. Sinon, en général, j'ai dit à les Condé. Même l'autre là. Non, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, c'est bon. Bienvenue. Nous, on accepte. Bienvenue dans cette émission, monsieur Mori Traoré. Merci, monsieur Condé. Je suis en train de faire une brillante intervention. Tu es calme. Tu n'énerves pas. Tu sais communiquer en toute sincérité. Merci beaucoup. Et puis tu es un homme politique mûr. Tu n'étais pas politique avant. Mais maintenant tu commences à être politicien. Je te félicite. D'accord, merci. J'ai quelques questions. Certainement, ça fait 2 jours que tu suis les barreaux guinéens par rapport aux prisonniers semi-liberté qui a été accordé par Ablaye Ba, qui a violé ce semi-liberté. Il a été retourné à la maison centrale. Et les avocats ont politisé leur collège des avocats. Parce qu'un avocat ne dit pas, si la personne n'est pas libérée, on ne se constitue plus
pour défendre les détenus. Pour moi, c'est politisé. Toi, vous, monsieur Condé, comment vous voyez l'attitude des avocats guinéens par rapport à ce dossier? C'est ma première question. Ma deuxième question concerne ce qui se passe à Foulata aujourd'hui à Sigiri. Mais avant Sigiri, j'ai l'impression que la Haute-Guinée est devenue aujourd'hui l'épicentre de la violence contre le régime d'Alpha Condé. Après, chez vous, à Kouroussaou, il y a eu 2 morts. Il y a un problème d'électricité à Cancan. En Bandiana, ça fait 2 semaines. Les Donzo ont tiré sur les gendarmes. Il y a eu 14 blessés. Avant-hier aussi, à Foulata, il y a eu des femmes blessées. Mais les femmes ont été utilisées comme boucliers contre nos forces de l'ordre. Comment vous voyez la violence en Haute-Guinée aujourd'hui contre le régime? Il y a manipulation. Ou bien qu'est-ce qui se passe? Vous êtes politicien, vous êtes de la région. Si vous